Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La cité perdue de Z, une expédition légendaire au cœur de l'Amazonie, de David Grann, lu par Stéphane Cornicard. Parfois, il me suffit d'une échappée qui s'ouvre au beau milieu d'un paysage incongru, de l'apparition de lumière dans la brume, de la conversation de deux passants qui se rencontrent dans la foule, pour penser qu'en partant de là, je pourrais assembler pièce à pièce la ville parfaite. Si je te dis que la ville à laquelle tend mon voyage est discontinue dans l'espace et le temps, plus ou moins marquée ici ou là, tu ne dois pas en conclure qu'on doive cesser de la chercher. Italo Calvino, Les villes invisibles, traduit de l'italien par Jean Thibaudot. Le Seuil, 1974. Préface. J'ai sorti la carte de ma poche. Elle était mouillée, froissée, et mon itinéraire tracé à l'encre s'effaçait. J'ai regardé fixement les lignes, dans l'espoir qu'elles me conduiraient hors de la jungle, au lieu de m'y enfoncer davantage. On voyait encore la lettre Z au centre de la carte. Moins un repère qu'un sarcasme, une preuve supplémentaire de ma folie. Je m'étais toujours pensé journaliste impartial, le gars qui ne met rien de personnel dans ses articles. Là où d'autres semblaient souvent succomber à leurs rêves, à leurs obsessions, je m'efforçais pour ma part d'être le témoin invisible. J'étais arrivé à m'en convaincre. C'était juste pour cela que j'avais parcouru plus de 16 000 kilomètres de New York à Londres et de Londres au fleuve Xingu, l'un des plus longs affluents de l'Amazone, pour cela que j'avais passé des mois à compulser des centaines de pages de journaux intimes et de lettres de l'époque victorienne. Pour cela, enfin, que j'avais laissé ma femme et mon fils, âgés d'1 an, et pris une assurance vie supplémentaire. Comment des générations de scientifiques et d'aventuriers avaient pu être les jouets d'une obsession fatale, celle d'élucider la plus mystérieuse exploration du XXe siècle, et de localiser la cité perdue de Z. Voilà ce que j'étais venu étudier, rien de plus. La cité antique, avec son entrelac de rues, de ponts et de temples, était censée se dissimuler dans la forêt amazonienne, la jungle la plus vaste de la planète. Au siècle des avions et des satellites, cette région demeure l'une des dernières zones blanches sur la carte. Pendant des centaines d'années, elle a hanté géographes, archéologues, bâtisseurs d'empires, chasseurs de trésors et philosophes. En posant le pied en Amérique du Sud, vers le début du XVIe siècle, les Européens étaient persuadés que la jungle recelait le scintillant royaume de l'Eldorado. Cette quête a coûté la vie à des milliers d'hommes. Plus récemment, nombre de scientifiques ont affirmé qu'aucune civilisation évoluée n'avait pu voir le jour dans un environnement aussi hostile. Un milieu où la terre est pauvre pour l'agriculture, où les moustiques transmettent des pathologies mortelles et où les prédateurs sont tapis dans la canopée. En règle générale, on a considéré cette région comme une jungle primitive, un endroit dans lequel, pour reprendre la formule de Thomas Hobbes au sujet de l'état de nature, il n'y aurait pas d'art, pas de lettres, pas de société, et, ce qui est le pire de tout, la crainte permanente et le danger d'une mort violente. Les conditions de vie impitoyables imposées par la jungle amazonienne sont à l'origine d'une théorie sur le développement humain parmi les plus tenaces, le déterminisme environnemental. Pour les tenants de cette théorie, si quelques hommes préhistoriques ont pu vivoter dans ces conditions effroyables, ils représentaient tout au plus une poignée de tribus primitives. En d'autres termes, la société est prisonnière de la géographie. Ainsi, découvrir Z dans un environnement à l'évidence inhabitable, ce serait plus que trouver le filon d'une mine d'or, plus qu'une curiosité intellectuelle. Ce serait, comme le déclarait un journal en 1925, écrire un nouveau chapitre de l'histoire humaine. Pendant presque un siècle, des explorateurs ont tout sacrifié.
et jusqu'à leur vie même, pour localiser la cité de Z. Les recherches entreprises pour retrouver trace de cette civilisation et celles lancées pour retrouver tous ceux qui disparurent pour la découvrir éclipsèrent les romans d'aventure victoriens, nés sous la plume d'Arthur Conan Doyle et de Henry Rider Haggard. Or, il se révèle que l'un et l'autre eurent partie liée, dans leur vie, avec la quête de Z. De temps en temps, je dois me répéter que tout dans cette histoire est vrai. Qu'une vedette de cinéma a bel et bien été enlevée par des Indiens, qu'il y a eu des cannibales, des ruines, des cartes secrètes, des espions, que des explorateurs sont vraiment morts de faim, de maladie, attaqués par des bêtes sauvages, empoisonnés par des flèches. Ce qui se jouait entre la mort et l'aventure, c'était la conception même de ce que furent les Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. Mais là, tandis que j'examinais ma carte bouchonnée, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Je levai les yeux vers l'enchevêtrement d'arbres et de plantes au-dessus de moi. Je voyais les mouches piqueuses et les moustiques laisser des traînées sanglantes sur ma peau. J'avais perdu mon guide. Je n'avais plus ni eau ni nourriture. Alors j'ai rangé la carte dans ma poche et repris la marche pour essayer de trouver une issue. Les branches me cinglaient le visage. C'est à ce moment-là que quelque chose a bougé dans les arbres. J'ai crié « Qui va là ?» Pas de réponse. Une silhouette s'est coulée dans les branches, puis une autre. Elles approchaient, et pour la première fois, je me suis demandé « Bon sang, mais qu'est-ce que je fous là ?» Chapitre 1. Nous reviendrons. Par une froide journée de janvier 1925, un homme de haute taille, à l'allure distinguée, traverse d'un pas pressé les docks de Hoboken, dans le New Jersey. Il se dirige vers le SS Vauban, un paquebot de 155 mètres en partance pour Rio de Janeiro. Âgé de 57 ans, le gentleman mesure plus d'1,80 m. Il a de longs bras musclés et malgré un front un peu dégarni et une moustache poivre et sel, sa forme physique lui permet de marcher pendant des jours et des jours en prenant peu ou pas de repos ni de nourriture. Il a le nez tordu d'un boxeur et ses traits, ses yeux surtout, ont quelque chose de farouche. Assez rapprochés l'un de l'autre, ils vous scrutent sous des sourcils épais et hirsutes. Personne, même dans sa famille, ne semble s'entendre sur la couleur de ces yeux-là. Certains les disent bleus, d'autres gris. Mais quiconque croise son regard est frappé par son intensité. D'aucuns prétendent que c'est celui d'un voyant. Les photos le montrent souvent portant des bottes de cavalier, un Stetson sur la tête et un fusil à l'épaule. Mais même en costume-cravate et sans son habituelle barbe en broussailles, la foule massée sur la jetée le reconnaît. Il s'agit du colonel Percy Harrison Fawcett, un nom célèbre dans le monde entier. Percy Harrison Fawcett est le dernier des grands explorateurs victoriens, de ceux qui s'aventuraient au fond de contrées ignorées de toutes les cartes, avec pour seul équipement une machette, une boussole et une inspiration quasi divine. Depuis presque 20 ans, le récit de ses aventures a captivé l'imagination du public. Fawcett survivant dans la jungle sud-américaine, sans aucun contact avec le monde extérieur. Fawcett tombant dans l'embuscade tendue par une tribu hostile dont les membres n'ont pour la plupart jamais vu l'homme blanc. Fawcett aux prises avec des piranhas, des anguilles électriques, des jaguars, des crocodiles, des chauves-souris vampires et des anacondas, dont un qui manque de le broyer. Et enfin, Fawcett ressurgissant de la jungle après avoir cartographié des régions dont aucune expédition n'est encore jamais revenue. On l'appelle le David Livingstone de l'Amazonie, et on le crédite d'une endurance telle que certains de ses collègues le diront immunisé contre la mort. Un explorateur américain le décrit comme un homme d'une volonté indomptable, doté de ressources infinies, ignorant la peur. Un autre dira de lui qu'il marchait plus que n'importe qui,
crapahutait plus que n'importe qui, explorait plus que n'importe qui. En 1953, le Geographical Journal de Londres, publication prééminente dans son domaine, soulignera que Fawcett a marqué la fin d'une époque. On pourrait presque dire qu'il était le dernier des explorateurs individualistes. L'heure des avions, des radios et des expéditions organisées et grassement financées n'avait pas encore sonné. Avec Fawcett, c'était l'histoire héroïque de l'homme seul contre la forêt. En 1916, la Société royale de géographie, avec la bénédiction du roi George V, lui a décerné sa médaille d'or pour avoir contribué à dresser la carte de l'Amérique du Sud. Et tous les 2 ou 3 ans, quand il émerge de la jungle, dépenaillé et maigre comme un clou, des dizaines de scientifiques et de sommités viennent s'entasser dans la grande salle de la Société pour l'écouter. Parmi eux, Sir Arthur Conan Doyle, censé s'être inspiré des aventures de Fawcett dans Son monde perdu, paru en 1912, un ouvrage dans lequel des explorateurs disparaissent dans l'inconnu sud-américain et découvrent sur un lointain plateau une terre où les dinosaures ont échappé à l'extinction. Tandis qu'il se ferait un chemin vers la passerelle, ce jour de janvier 1925, Fawcett ressemble en effet étrangement au héros du monde perdu, Lord John Roxton. Il y avait en lui du Napoléon III et du Don Quichotte, mais aussi quelque chose de particulier au gentilhomme campagnard d'Angleterre. Sa voix est douce, il se montre paisible, quoique, derrière ses yeux bleus pétillants, se cachent d'étonnantes capacités de colère furieuse et de volonté implacable, d'autant plus redoutables qu'il les subjugue. Aucune de ses expéditions précédentes n'est comparable à celle qu'il s'apprête à entreprendre. Et il peine à contenir son impatience dans la file des passagers qui embarquent sur le SS Vauban. Ce paquebot, le plus beau du monde, selon la publicité, fait partie de la prestigieuse classe 5 de la Lampert and Holt. Au cours de la Première Guerre mondiale, les Allemands ont envoyé par le fond plusieurs bateaux de la compagnie. Celui-ci est un rescapé, avec sa coque noire sillonnée de traînées de sel, ses élégants ponts blancs et sa cheminée rayée de couleurs vives qui projette dans le ciel des volutes de fumée. Des Ford Model T conduisent les passagers au dock, où les débardeurs chargent les chariots à bagages dans la cale du bateau. Parmi les voyageurs, beaucoup d'hommes portent cravates de soie et chapeaux melons. Côté femmes, ce sont manteaux de fourrure et chapeaux à plumes, comme pour un événement mondain. Et, dans une certaine mesure, c'est le cas. Les potins mondains reproduisent en effet les listes de passagers des paquebots de luxe. Elles seront épluchées par les jeunes filles en quête de beaux partis. Fawcett monte à bord avec son équipement. Ses malles sont pleines de fusils, de conserves, de lait en poudre, de fusées éclairantes et de machettes fabriquées à la main. Il transporte également une trousse contenant des instruments topographiques, un sextant et un chronomètre afin de déterminer la latitude et la longitude, un baromètre anéroïde pour mesurer la pression atmosphérique et une boussole à la glycérine qui tient dans sa poche. Il a choisi chaque instrument en s'appuyant sur des années d'expérience. Les vêtements qu'il emporte sont en gabardine, une matière légère et indéchirable. Il a vu des hommes mourir pour une négligence en apparence anodine, un tulle déchiré, une botte trop étroite. Fawcett part pour l'Amazonie, une jungle presque aussi vaste que les États-Unis, en vue d'y faire ce qu'il appelle la découverte du siècle, une civilisation perdue. À ce jour, la majeure partie de la planète a été explorée. On a soulevé son voile enchanteur, mais la jungle amazonienne demeure, elle, aussi mystérieuse que la face cachée de la Lune. Comme le dit Sir John Scott Kelty, l'ancien secrétaire de la Société royale de géographie, qui compte parmi les géographes les plus applaudis de son temps, ce qui se trouve là-bas, nul ne le sait. Depuis que Francisco de Orellana et son armée de conquistadors espagnols ont descendu l'Amazone en 1542, aucune autre contrée n'a à ce point enflammé l'imagination,
ni attirer les hommes dans un piège aussi mortel. Gaspar de Carvajal, un moine dominicain qui accompagnait Orellana, a dit avoir vu dans la jungle des femmes soldats semblables aux mythiques Amazones grecques. Un demi-siècle plus tard, Sir Walter Raleigh parle d'Indiens avec les yeux sur les épaules et la bouche au milieu de la poitrine, une légende évoquée par Shakespeare dans Othello. Je parlais des cannibales qui s'entre-dévorent, des anthropophages et des hommes qui ont la tête au-dessous des épaules. Les réalités de la région, des serpents longs comme des arbres, des rongeurs gros comme des porcs, étaient assez incroyables pour qu'aucun enjolivement ne paraisse fantaisiste. La vision la plus séduisante de toutes était celle de l'Eldorado. D'après Raleigh, ce royaume, dont les conquistadors avaient appris l'existence grâce aux Indiens, regorgeait d'or, au point que ses habitants le pilaient en une fine poudre qu'ils soufflaient, avec un tube creux sur les corps nus jusqu'à ce qu'il brille des pieds à la tête. Pourtant, chaque expédition partie à la recherche de l'Eldorado avait tourné au désastre. Gaspar de Carvajal écrivit dans son journal « Nous avions atteint un si grand état de privation que nous ne mangions rien d'autre que du cuir, des ceintures et des semelles de chaussures cuits avec quelques herbes, en conséquence de quoi nous étions si faibles que nous ne pouvions tenir debout. » Pendant cette seule expédition, quelque 4000 hommes périrent, d'inanition, de maladie ou tués par des Indiens défendant leur territoire à coups de flèches empoisonnées. D'autres chercheurs de l'Eldorado en vinrent au cannibalisme. Beaucoup d'explorateurs devinrent fous. En 1561, Lope de Aguirre amena ses hommes à un déchaînement meurtrier en hurlant « Dieu s'imagine que parce qu'il pleut, je renoncerai à détruire le monde ?» Aguirre alla jusqu'à poignarder sa propre fille. Il lui murmura « Recommande ton âme à Dieu, ma fille, je vais t'ôter la vie. » Avant que la couronne espagnole n'envoie des forces pour mettre fin à ces exactions, Aguirre avertit dans une lettre « Roi et Seigneur, par ma foi de chrétien, je te jure que si 100 000 hommes furent venus, pas un seul n'eût échappé à cause de la fausseté des récits et des informations. Il n'y a, tout au long du fleuve, que des sujets de désespoir. » Pour finir, les compagnons d'Aguirre se révoltèrent et l'assassinèrent. Son corps fut écartelé et les autorités espagnoles exposèrent la tête de la colère de Dieu dans une cage de fer. Pourtant, il fallut encore 3 siècles d'expédition et un tribut de morts et de souffrances dignes des œuvres de Joseph Conrad pour que la majorité des archéologues s'accordent à dire que l'Eldorado n'était qu'un mirage. Néanmoins, Fawcett, qui n'est ni un soldat de fortune ni un illuminé, a la certitude que l'Amazonie recèle un fabuleux royaume. Homme de science, il a passé des années à réunir des preuves pour appuyer son argumentation. Il a déterré des objets, étudié des pétroglyphes, interrogé les tribus, et au terme du combat acharné que lui ont livré les sceptiques, il a enfin reçu un financement des institutions scientifiques les plus respectables, parmi lesquelles la Société royale de géographie, la Société américaine de géographie et le Musée des Indiens d'Amérique. Les journaux proclament qu'il va bientôt plonger le monde dans la stupéfaction. Ainsi, l'Atlanta Constitution. Il s'agit peut-être de l'aventure la plus périlleuse et certainement la plus spectaculaire jamais entreprise par un scientifique de renom avec le soutien d'organismes scientifiques conservateurs. Pour Fawcett, un peuple antique et doté d'une grande culture existe encore dans la jungle amazonienne brésilienne. Et cette civilisation, si ancienne et raffinée, va changer à tout jamais la vision occidentale des Amériques. Il a baptisé ce monde perdu la cité de Z, affirmant « Le point central, que j'appelle Z, notre objectif essentiel, se trouve dans une vallée, large d'environ 16 km. La cité est juchée sur une éminence située au milieu de cette vallée. On l'aborde par une chaussée de pierre. Les maisons y sont basses et dépourvues de fenêtres, et on y trouve un temple pyramidal. » Sur les docks de Hoboken, face à l'île de Manhattan, située sur l'autre rive de l'Hudson,
des journalistes braillent leurs questions. Ils veulent savoir où est Z. Après les horreurs technologiques de la Première Guerre, et alors que galopent urbanisation et industrialisation, rares sont les événements qui captivent à ce point le public. Un journal exulte. On n'a rien entrepris de plus séduisant depuis que Ponce de León traversa la Floride, encore inexplorée, à la recherche de la fontaine de Jouvence. Si Fawcett se réjouit de ce battage, comme il le dit dans une lettre à un ami, il se montre prudent dans la manière d'y répondre. Il sait que son principal rival, Alexander Hamilton Rice, un médecin américain multimillionnaire disposant de ressources considérables, a déjà pénétré dans la jungle avec une débauche d'équipements sans précédent. L'idée que Rice puisse trouver Z terrifie Fawcett. Il y a plusieurs années, il a vu Robert Falcon Scott, un confrère de la Société royale de géographie, partir pour être le premier explorateur à atteindre le pôle Sud et découvrir une fois arrivé, et juste avant de mourir de froid, que son rival norvégien, Roald Amundsen, l'avait devancé de 33 jours. Dans une lettre adressée à la Société royale de géographie, Fawcett a écrit « Je ne peux pas dire tout ce que je sais, ni même me montrer précis quant à la localisation, car ces choses-là finissent par se savoir, et il n'est rien de plus amer pour un découvreur que de se voir dépouillé du couronnement de son travail. » Il craint aussi, en divulguant les détails de son itinéraire, que d'autres ne tentent de trouver Z, ou bien de lui porter secours, et qu'il n'en résulte des morts inutiles. Une expédition comptant 1400 hommes en armes a précédemment disparu dans la même région. Un bulletin d'information, télégraphié dans le monde entier, a déclaré « Expédition de Fawcett pour le pays d'où l'on ne revient pas ». Et, bien décidé à atteindre les zones les plus inaccessibles, Fawcett n'a pas l'intention, comme les autres explorateurs, de s'y rendre en bateau. Il veut couper droit à travers la jungle, à pied. La Société royale de géographie l'a dit, il est à peu près le seul géographe vivant susceptible de réussir pareille expédition, et il serait impossible à quiconque de mettre ses pas dans les siens. Avant de quitter l'Angleterre, Fawcett a confié à son fils cadet, Brian, « Si avec toute mon expérience nous ne réussissons pas, il n'y a pas grand espoir que d'autres y parviennent. » Alors que les journalistes vocifèrent autour de lui, il explique que seule une expédition réduite a une chance de survivre, car elle pourra tirer sa subsistance des ressources naturelles et ne représentera pas une menace pour des Indiens hostiles. Cette expédition, a-t-il déclaré, ne sera pas une troupe d'explorateurs dorlotés suivie d'une armée de porteurs, de guides et de bêtes de charge. Les expéditions aussi encombrées n'arrivent à rien. Elles se cantonnent aux limites des régions civilisées et sont juste bonnes à se faire de la publicité. Là où commencent les régions véritablement inconnues, il faut de toute manière supprimer les porteurs, par crainte des sauvages. On ne peut emmener d'animaux en raison du manque de pâturage et des attaques des insectes et des chauves-souris. Quant aux guides, personne ne connaissant le pays, il n'en existe pas. Il faut donc réduire le matériel au strict minimum en le portant soi-même et en se disant qu'on pourra subsister en nouant des relations amicales avec les diverses tribus qu'on rencontrera. Aujourd'hui, il ajoute « Nous serons en butte à tous les dangers. Il faudra résister mentalement, nerveusement, autant que physiquement. Car les hommes soumis à ces conditions de vie sont souvent brisés par leur esprit. Ils succombent avant leur corps. » Fawcett ne s'est choisi que 2 compagnons. Son fils de 21 ans, Jack, et le meilleur ami de Jack, Raleigh Rimmel. Bien que les 2 jeunes gens n'aient jamais participé à aucune expédition, ils voient en eux les condisciples rêvés pour cette mission. Ils sont robustes, loyaux et, étant très proches, peu susceptibles, après des mois d'isolement et de souffrance, de se harceler et persécuter l'un l'autre. Ou, comme cela se produit fréquemment, de se mutiner. À en croire son frère, Brian, Jack est tout le portrait de son père. Grand, d'une santé impressionnante et ascétique. Ni lui ni Fawcett ne fument ni ne boivent. Brian souligne que Jack n'était que charpente et muscles,
et il avait déclaré la guerre aux 3 principaux agents de dégénérescence physique: l'alcool, le tabac et l'oisiveté. Le colonel Fawcett, qui respecte à la lettre les codes de conduite victoriens, formule la chose d'une manière un peu différente. Il est absolument vierge d'esprit et de corps. Depuis l'enfance, Jack désire accompagner son père en expédition, et il a passé des années à se préparer. Il a fait des haltères, suivi un régime rigoureux, s'est mis au portugais et a appris à naviguer grâce aux étoiles. Pourtant, il n'a que peu souffert de privations réelles. Et, comparé à celui de Fawcett, son visage, avec son teint lumineux, sa moustache impeccable et ses cheveux bruns brillantinés, ne trahit aucune dureté. Son élégance vestimentaire le fait davantage ressembler à une star de cinéma, ce qu'il espère bien devenir après un retour triomphal. Moins grand que Jack, Raleigh mesure tout de même près d'1,80 m et ne manque pas de muscles. Bon physique, dit Fawcett à la Société royale de géographie. Son père, chirurgien dans la Royal Navy, est mort d'un cancer en 1917, quand Raleigh avait 15 ans. Sous ses cheveux noirs plantés en V sur son front et sa moustache décidée, Raleigh est une nature joviale et malicieuse. C'était un clown né, dira Brian Fawcett, exactement le contraire du sérieux Jack. Depuis l'époque où ils écumaient la campagne anglaise autour de Seaton, dans le Devonshire, où ils ont grandi, chevauchant leur vélo, tirant des coups de fusil en l'air, les 2 garçons sont inséparables. Dans une lettre à l'un des confidents de son père, Jack écrit: « Maintenant, nous avons Raleigh Remmel avec nous, et il est en tout point aussi passionné que moi. Il est le seul ami intime que j'ai jamais eu. Je l'ai connu avant mes 7 ans, et depuis, nous ne nous sommes pratiquement pas quittés. Il est d'une honnêteté absolue. C'est quelqu'un de bien dans tous les sens du terme, et nous nous connaissons par cœur. » Tout excité, Jack et Raleigh embarquent donc. Sur le paquebot, ils croisent des dizaines de stewards aux uniformes blancs qui cavalent dans les couloirs avec des télégrammes et des corbeilles de fruits. L'un d'eux, prenant soin d'éviter les quartiers réservés aux passagers de 3e classe, guide les explorateurs jusqu'aux cabines des premières, situées au centre du paquebot, loin du fracas des hélices. Des conditions de voyage bien différentes de celles qu'a connues Fawcett lors de sa première traversée vers l'Amérique du Sud il y a une vingtaine d'années, ou de celles décrites par Charles Dickens lorsqu'il traversa l'Atlantique en 1842. Sa cabine était une boîte tout à fait impraticable, absolument désespérante et profondément ridicule. Quant à la salle à manger, ajoutait Dickens, on aurait dit un corbillard avec fenêtre. Aujourd'hui, tout est conçu pour recevoir cette espèce nouvelle, le touriste. Un simple voyageur, dit Fawcett, un brin méprisant, qui n'a aucune idée de ce que sont les lieux qui exigent l'endurance, un tribut en vie humaine, et le physique indispensable pour affronter le danger. Les premières classes ont des lits et l'eau courante. La lumière du soleil et l'air frais pénètrent par les hublots, et les pales des ventilateurs électriques tournent au-dessus des têtes. La publicité du bateau vante la parfaite ventilation du Vauban, assurée par des appareils modernes, qui démentent l'idée qu'un voyage vers ou sous les tropiques soit nécessairement inconfortable. Comme beaucoup d'autres explorateurs victoriens, Fawcett est un professionnel amateur. Géographe et archéologue autoproclamé, il est également un artiste talentueux. Ses dessins à l'encre furent exposés à la Royal Academy. Doublé d'un architecte naval, il a fait breveter la courbe ichtyoïde, qui augmente de plusieurs nœuds la vitesse d'un bateau. Cet intérêt pour la mer ne l'empêche pas d'écrire à Nina, son épouse, son soutien le plus sûr et son porte-parole lors de ses absences, qu'il trouve la traversée à bord du SS Vauban plutôt fastidieuse. Il n'a qu'une envie, se retrouver dans la jungle. Jack et Raleigh, eux, ont hâte d'explorer le luxueux intérieur du paquebot. Salon au plafond voûté, orné de colonnes de marbre, salle à manger aux tables recouvertes de nappes blanches, avec des garçons en habits qui servent des carrés d'agneau rôtis et du vin en carafe, le tout sur fond d'orchestre. Il y a même dans le paquebot une salle de culture physique,
où les jeunes gens peuvent s'entraîner pour leur mission. Jack et Raleigh ne sont plus deux gamins anonymes. Ils sont ces braves, ces Anglais droits dans leurs bottes, que saluent les journaux et qui ressemblent l'un et l'autre à messire Lancelot. Ils croisent des personnalités qui souhaitent les avoir à leur table et des femmes qui fument de longues cigarettes avec des mines d'une audace éhontée, pour reprendre l'expression du colonel Fawcett. Tous les témoignages concordent. Jack ne sait pas s'y prendre avec les femmes. Apparemment, elles sont pour lui aussi mystérieuses et inaccessibles que Z. Mais Raleigh, lui, n'est pas long à flirter, en se vantant certainement de ses exploits à venir. Fawcett n'ignore pas que pour Jack et Raleigh, cette expédition n'est encore qu'une prouesse imaginaire. À New York, les jeunes gens ont apprécié leur départ en fanfare. Les nuits au Waldorf Astoria, où, le dernier soir, notables et scientifiques de toute la ville se sont massés dans le salon doré pour leur souhaiter bon vent. Les toasts portés en leur honneur au Campfire Club et au National Arts Club, la halte à Ellis Island. Un fonctionnaire de l'immigration a pris acte qu'aucun d'entre eux n'était ni athée, ni polygame, ni anarchiste, ni difforme. Sans parler des palais du cinéma que Jack a hantés nuit et jour. Fawcett a accru sa résistance au fil de nombreuses années d'exploration. Jack et Raleigh, eux, devront le faire d'un coup. Mais le colonel ne doute pas qu'ils y parviennent. Il note dans son journal « Jack a tout ce qu'il faut pour ce que j'attends de lui » et prédit « Il est assez jeune pour se faire à tout et quelques mois de piste suffiront à la guérir. S'il tient de moi, il ne contractera pas les diverses maladies et affections. Et dans les circonstances critiques, je crois que son courage ne l'abandonnera pas. » Il exprime la même confiance en Raleigh, qui admire Jack presque autant que Jack admire son père. « Raleigh le suivra n'importe où », écrit-il. On entend soudain l'équipage crier « Larguez les amarres !» L'écho du sifflet du commandant retentit dans tout le port, et le navire quitte les docks avec des grincements poussifs. Fawcett voit s'éloigner Manhattan, la tour de la Metropolitan Life Insurance, autrefois la plus haute du monde, désormais dépassée par le Woolworth Building. La métropole scintille de mille feux, comme si on y avait réuni toutes les étoiles. Jack et Raleigh à ses côtés, Fawcett crie aux journalistes restés sur le quai « Nous reviendrons, et avec ce que nous sommes partis chercher. » Chapitre 2. La disparition. L'Amazone est un fleuve trompeur. Lui, le fleuve le plus puissant du monde, plus puissant que le Nil ou le Gange, plus puissant que le Mississippi et tous les fleuves de Chine, commence à peine par un ruisselet. Un filet d'eau cristallin surgit d'une anfractuosité rocheuse à plus de 5000 mètres d'altitude dans les Andes, entre neige et nuages. À cet endroit, on ne saurait le distinguer des nombreux cours d'eau qui sillonnent les Andes. Certains, tombant en cascade sur la face ouest, filent vers l'océan Pacifique, une centaine de kilomètres plus loin. D'autres, tels que celui-ci, dévalent la face est pour entamer un improbable voyage en direction de l'Atlantique et couvrir une distance plus longue que celle qui sépare New York de Paris. À cette altitude, pas de jungle et peu de prédateurs. Il fait trop froid. C'est là que naît le fleuve Amazone. La fonte des neiges et les pluies le nourrissent. Les lois de la gravité l'entraînent dans les apics. Depuis sa source, le ruisseau suit une pente abrupte. À mesure qu'il prend de la vitesse, il se gonfle de centaines d'autres, la plupart si petits qu'ils n'ont même pas de nom. 2000 mètres plus bas, alors qu'il pénètre dans une vallée, il gagne ses premiers reflets verts. Bientôt, des cours d'eau plus importants viennent le rejoindre. Agité de remous, il descend vers les plaines en contrebas. 5000 kilomètres le séparent toujours de l'océan. Rien ne pourra l'arrêter. De même que rien ne pourra arrêter la jungle, qui, la chaleur équatoriale et l'abondance des pluies aidant, engloutit peu à peu ses rives. Cette forêt sauvage,
qui s'étend à perte de vue, recèle la plus grande variété d'espèces au monde. C'est là que, pour la première fois, le fleuve mérite son nom et devient vraiment l'Amazone. Et pourtant, il n'est pas ce qu'il paraît. Un méandre vers l'est, et le voilà qui pénètre une gigantesque cuvette. Et parce qu'il repose au fond de cette cuvette, près de 40% des eaux de l'Amérique du Sud, des rivières venues de pays aussi lointains que la Colombie, le Venezuela, la Bolivie et l'Équateur, viennent grossir son cours. L'Amazone gagne donc encore en puissance. Par endroits, il atteint 100 mètres de profondeur. Il n'a plus besoin de se presser et poursuit sa conquête à son rythme. De méandre en méandre, il avale le Rio Negro et le Rio Madeira, le Tabarros et le Xingu, deux de ses plus gros affluents sur la rive sud, puis Marajo, une île plus vaste que la Suisse, et enfin, après avoir parcouru 6500 kilomètres et collecté les eaux d'un millier d'affluents, il atteint son embouchure, large de 330 kilomètres, avant de se déverser dans l'océan Atlantique. Le débit du ruisselet représente désormais plus de 200 millions de litres par seconde, 60 fois celui du Nil. Les eaux douces de l'Amazone entrent si loin dans l'océan que, en l'an 1500, Vicente Pisón, un capitaine de frégate espagnole, ancien compagnon de Christophe Colomb, découvre le fleuve alors qu'il navigue à plusieurs milles des côtes brésiliennes. Il l'appellera Mar Dulce, mer douce. Tout au long de l'année, la région est difficile à explorer, mais dès novembre, la saison des pluies la rend pratiquement inaccessible. Des vagues, et notamment la Pororoca, ou grand rugissement, un mascaret qui déferle chaque mois à 25 km/h, viennent se briser sur le rivage. À Belém, l'Amazone monte fréquemment de 3,5 mètres. À Iquitos, de 6 mètres. À Óbidos, de plus de 10 mètres. Le Rio Madeira, son affluent le plus long, peut grossir davantage et avoir des crues de 20 mètres. Des mois de déluge font sortir de leur lit plusieurs de ces fleuves, ainsi que d'autres rivières. Ils roulent alors en cascade à travers la jungle, arrachant plantes et roches, et transforment presque le sud du bassin en une mer intérieure, ce qu'il était effectivement il y a des millions d'années. Puis, le soleil paraît et assèche la région. La terre craque, comme sous l'effet d'un séisme. Les marais s'évaporent, échouant les piranhas dans des mares à sec où ils s'entre-dévorent. Les marécages se font prairies, les îles collines. De mémoire d'homme, c'est toujours ainsi qu'arrive la saison sèche dans le sud du bassin amazonien. Et c'est ainsi qu'elle arrive encore en juin 1996, alors qu'une expédition de scientifiques et d'aventuriers brésiliens s'enfonce dans la jungle. Ils cherchent des traces du colonel Percy Fawcett, disparu avec son fils Jack et Raleigh Remmel il y a plus de 70 ans. L'expédition est conduite par James Lynch, un banquier brésilien de 42 ans. L'histoire de Fawcett lui a d'abord été racontée par un journaliste. Puis, il a lu tout ce qu'il a pu trouver sur le sujet. Il a appris qu'en 1925, la disparition du colonel créa un choc dans le monde entier. Au dire d'un spécialiste, elle est arrangée au nombre des disparitions les plus célèbres des temps modernes. Pendant 5 mois, Fawcett envoya des dépêches que des coureurs indiens portèrent froissés et tachés à travers la jungle. Puis, dans ce qui semblait alors un tour de magie, ces messages furent transmis par télégraphe et imprimés dans pratiquement tous les continents. Dans un exemple précoce d'une information moderne dévorante, Africains, Asiatiques, Européens, Australiens, Américains subissaient la même fascination pour un événement lointain. L'expédition, écrit un journal, captiva l'imagination de tout enfant ayant un jour rêvé de terres inconnues. Et un jour, les dépêches cessèrent. Fawcett l'avait annoncé, il pourrait ne plus donner de nouvelles pendant des mois. Une année passa, puis 2. La fascination du public continuait de croître.
Fawcett et les 2 jeunes étaient-ils otages des Indiens, morts d'inanition, ou s'étaient-ils entichés de Z au point de ne plus vouloir revenir? Des salons mondains au tripot, les débats faisaient rage. Au plus haut niveau des États, on s'échangeait des câbles. Des pièces radiophoniques, des romans, une poignée de cendres d'Evelyn Waugh fut, dit-on, inspirée par l'épopée de Fawcett. Des poèmes, des documentaires, des films, des timbres, des livres pour enfants, des bandes dessinées, des ballades, des pièces de théâtre, des expositions furent consacrées à l'affaire. En 1933, un écrivain voyageur s'exclama: « Le sujet a suscité une légende suffisante pour former, à lui seul, un nouveau folklore. » Fawcett avait gagné sa place dans les annales de l'exploration, pas pour ce qu'il avait révélé sur le monde, mais pour ce qu'il avait caché. Il avait juré de faire la découverte du siècle, au lieu de quoi il donnait naissance à la plus mystérieuse exploration du XXe siècle. À sa grande surprise, Lynch apprend également qu'un nombre incalculable de scientifiques, d'explorateurs et d'aventuriers se lancèrent dans la jungle, bien décidés à retrouver, morts ou vifs, les membres de l'expédition Fawcett et à revenir avec une preuve de l'existence de Z. En février 1955, le New York Times déclara que la disparition de Fawcett avait déclenché plus de recherches qu'on en entreprit au fil des siècles pour découvrir le fabuleux Eldorado. Certaines de ces expéditions furent anéanties par la faim et la maladie, ou en proie au désespoir, renoncèrent. D'autres furent décimées par les tribus. Sans compter tous ces aventuriers partis sur la piste de Fawcett et disparus dans une jungle que les voyageurs avaient depuis longtemps baptisée l'enfer vert. Il en est parti tellement, et parfois sans tambour ni trompette, qu'il n'existe aucune statistique fiable quant au nombre de morts. Une estimation récente porte néanmoins ce chiffre à une centaine. Lynch n'a pourtant pas l'air d'un illuminé. Il est grand, mince, il a les yeux bleus et une peau pâle qui brûle au soleil. Il travaille à la Chase Bank de Sao Paulo. Il est marié et père de 2 enfants. Pourtant, à 30 ans, il ne tient plus en place et disparaît pendant des jours et des jours dans la forêt à arpenter la jungle. Il participe bientôt à plusieurs compétitions d'aventuriers qui imposent de crapahuter pendant 72 heures sans dormir ou de franchir un canyon en se tortillant accroché à une corde. L'idée, c'est de s'épuiser physiquement et mentalement pour voir comment on réagit dans pareille situation, dit-il avant d'ajouter « Certains craqueraient, mais moi, j'ai toujours trouvé ça un peu grisant. » Lynch est plus qu'un aventurier. Attiré par des quêtes aussi bien intellectuelles qu'athlétiques, il espère éclairer un aspect du monde encore peu connu et passe souvent des mois en bibliothèque, plongé dans ses recherches. Par exemple, à la source de l'Amazone, il découvre une colonie de Ménonites vivant dans le désert bolivien. Mais jamais encore il n'est tombé sur un cas similaire à celui du colonel Fawcett. Non seulement les équipes de secours précédentes n'ont pas réussi à savoir ce qu'est devenue l'expédition, chaque équipe disparue étant elle-même une énigme, mais personne n'a résolu ce qui, pour Lynch, reste le plus grand mystère, la cité de Z. Et il constate que, à l'inverse d'autres explorateurs perdus, comme Amelia Earhart, disparue en 1937 alors qu'elle tentait un tour du monde en avion, Fawcett a rendu presque impossible de suivre sa trace. Il a scellé un tel secret sur son itinéraire que même Nina, sa femme, a dû avouer qu'il lui avait caché des informations capitales. Lynch exhume alors de vieilles coupures de presse, mais elles ne lui apportent que peu d'indices tangibles. Puis, il trouve un exemplaire écorné du Continent perdu, un recueil d'une partie des écrits de l'explorateur rassemblés par son fils survivant, Brian, et publié en 1953. Ernest Hemingway en conservait un exemplaire dans sa bibliothèque. Le livre contient l'une des rares allusions existantes à l'ultime expédition du colonel. En effet, Fawcett note « Nous partirons du camp du Cheval Mort par 11 degrés 43 minutes sud
et 54° 35' ouest, là où mourut mon cheval en 1921. Les coordonnées ont beau n'indiquer qu'un point de départ, Lynch les rentre dans son GPS. Il aboutit dans le sud du bassin de l'Amazone, dans le Mato Grosso, un État brésilien plus grand que la France et la Grande-Bretagne réunies et dont le nom signifie « épaisse forêt ». Atteindre le camp du cheval mort, c'est entrer dans l'une des jungles les plus impénétrables d'Amazonie et traverser des terres contrôlées par des tribus qui, retirées dans les profondeurs de la forêt, gardent jalousement leur territoire. Le défi semble insurmontable. Mais à la banque, entre deux tableaux financiers, Lynch réfléchit. Et si Z existait bel et bien? Et si la jungle recelait une telle cité? Les pouvoirs publics brésiliens estiment qu'aujourd'hui encore, plus d'une soixantaine de tribus n'ont jamais eu le moindre contact avec le monde extérieur. Ces forêts sont pratiquement le seul endroit sur Terre où des peuples indigènes sont susceptibles de survivre isolés du reste de l'humanité, écrit John Hemming, éminent historien des Indiens brésiliens et ancien directeur de la Société royale de géographie. Pour Sidney Posuelo, qui fut responsable de l'organisme public chargé de la protection des tribus indiennes, personne ne sait avec certitude qui elles sont, où elles sont, combien elles sont, ni quelle langue elles parlent. En 2006, certains membres de la tribu nomade des Nukakmaku ont surgi de la jungle colombienne. Ils se déclaraient prêts à rejoindre le monde moderne, tout en ignorant l'existence d'un pays appelé Colombie et en demandant si les avions qu'ils voyaient passer au-dessus de leur tête roulaient sur une route invisible. Une nuit d'insomnie, Lynch se rend à son bureau, où s'entassent cartes et reliques de ses précédentes expéditions. Au milieu de tous ces documents sur Fawcett, il tombe sur cet avertissement du colonel à son fils. « Si, avec toute mon expérience, nous ne réussissons pas, il n'y a pas grand espoir que d'autres y parviennent. » Loin de le décourager, ces mots produisent sur lui un attrait irrésistible. « Je dois y aller, » dit-il à sa femme. Il s'équipe bientôt d'un associé, René Delmotte, un ingénieur brésilien rencontré au cours d'une compétition d'amateurs d'aventure. Pendant des mois, les deux hommes étudient des images satellites de l'Amazonie pour affiner leur itinéraire. Lynch se procure le meilleur équipement possible. Jeep à moteur turbo et pneus anti-crevaison, talkie-walkies, radio ondes courtes et générateurs. Tout comme Fawcett, il sait dessiner des bateaux et, avec l'aide d'un constructeur naval, fabrique 2 embarcations en aluminium longues de 7,5 mètres et assez plates pour naviguer dans les marais. Il réunit également un kit médical comprenant des dizaines d'antidotes contre divers venins de serpents. Il choisit avec le même soin ses compagnons d'expédition. Ainsi recrute-t-il 2 mécaniciens capables de réparer tout le matériel et 2 chauffeurs de tout-terrain chevronnés. Il engage également le docteur Daniel Munoz. En 1985, cet anthropologue médico-légal reconnu a aidé à identifier les restes du fugitif nazi Josef Mengele. Il pourrait confirmer l'origine d'un éventuel objet ayant appartenu à l'expédition Fawcett. Boucle de ceinture, fragments d'os, balles de fusil. Fawcett l'avait dit, les grosses expéditions sont vouées à l'échec. Celle de Lynch compte pourtant bientôt pas moins de 16 hommes. Plus un jeune homme très désireux de les accompagner, le fils de Lynch, James Jr., alors âgé de 16 ans. Athlétique et plus musclé que son père, il a des cheveux bruns touffus et de grands yeux marrons. Il est déjà parti en expédition et s'est bien comporté. Alors, tout comme Fawcett, Lynch accepte d'emmener son fils. Toute l'équipe se retrouve à Cuiabá, la capitale du Mato Grosso, à la lisière sud du bassin amazonien. Lynch distribue des t-shirts qu'il a fait fabriquer, en impression des empreintes de pieds pénétrant dans la jungle. En Angleterre, le Daily Mail publie un article titré « Allons-nous enfin résoudre le mystère persistant qui entoure le sort du colonel Percy Fawcett ?»
Pendant des jours et des jours, l'expédition roule dans le bassin amazonien sur des pistes semées d'ornières et de ronces. La forêt s'épaissit. James Jr. presse son visage contre la vitre. Il efface la buée et distingue les couronnes feuillues des arbres déployées dans le ciel. Une trouée du soleil les déchire soudain, rendant visibles les ailes jaunes des papillons et des haras. Un jour, il aperçoit un serpent de près de 2 mètres, à moitié caché dans la boue. Le reptile présente un creux profond entre les 2 yeux. « Un jararaca », lui dit son père. C'est une vipère à fossettes, l'un des serpents les plus venimeux du continent américain. Après une morsure de jararaca, la victime saigne par les yeux, par la bouche, et pour reprendre l'expression d'un biologiste, son corps se transforme, morceau par morceau, en cadavre. La Jeep évite le serpent, et le rugissement du moteur fait s'égailler les autres animaux, notamment les singes hurleurs dans les cimes des arbres. Seuls demeurent les moustiques, qui planent en sentinelle au-dessus des véhicules. Après s'être arrêté plusieurs fois pour bivouaquer, l'expédition suit la piste jusqu'à une clairière au bord du fleuve Xingu. Lynch tente de lire son GPS. « Alors ?» lui demande l'un de ses compagnons. Il fixe les coordonnées sur l'écran avant de répondre. « On n'est pas loin de l'endroit où Fawcett a été vu pour la dernière fois. » À partir de la clairière, un lacis de plantes rampantes et de lianes recouvre les pistes. Lynch décide de poursuivre par bateau. Il ordonne à plusieurs membres de l'expédition de rebrousser chemin avec le plus lourd de l'équipement. Quand il aura trouvé un lieu où faire atterrir un avion de brousse, il leur communiquera les coordonnées par radio afin d'acheminer le matériel par les airs. Ceux qui poursuivront, parmi lesquels James Jr., mettent les 2 bateaux à l'eau et entament la descente du Xingu. Les courants les poussent rapidement. Ils voient défiler des fougères épineuses, des palmiers boritis, des plantes grimpantes, des myrtes. Un interminable entrelac végétal qui s'élève de part et d'autre de la rivière. Peu avant le coucher du soleil, alors qu'il s'engage dans un nouveau méandre, Lynch croit apercevoir quelque chose au loin, sur la berge. Il soulève le bord de son chapeau et, dans une trouée au milieu des branchages, voit plusieurs paires d'yeux fixés sur lui. Il dit à ses hommes de couper les moteurs. Personne ne souffle mot. Les embarcations glissent vers la rive, où elles accostent en raclant le sable. D'un bond, Lynch et ses hommes sont à terre. Au même instant, des Indiens surgissent de la forêt. Ils sont nus, leurs oreilles sont percées de plumes d'ara aux couleurs éblouissantes. Enfin, un homme puissamment charpenté, les yeux cerclés de peinture noire, s'avance. Quelques Indiens, parlant un mauvais portugais, servent d'interprètes. Ils disent qu'il est le chef de la tribu Kwikuro. Lynch demande à son équipe de sortir les présents, colliers, bonbons, allumettes. Le chef a l'air accueillant. Il autorise l'expédition à camper près du village Kwikuro et à faire atterrir le petit avion dans une clairière voisine. Ce soir-là, tandis qu'il cherche le sommeil, James Jr. se demande si Jack Fawcett a lui aussi couché dans ce genre d'endroit et a vu des choses aussi extraordinaires. Le soleil le réveille dès l'aube et il passe la tête dans la tente de son père. « Joyeux anniversaire, papa !» Lynch a oublié cet anniversaire. Il a 42 ans. Plus tard dans la journée, plusieurs Kwikuros les invitent, son fils et lui, à se baigner dans une lagune toute proche. Ils nagent aux côtés de tortues de 50 kilos. Lynch entend vrombir l'avion qui atterrit avec le reste de ses hommes et du matériel. L'expédition est enfin réunie. Au bout de quelques instants, il voit un Kwikuro dévaler le sentier en hurlant dans sa langue. Les autres Indiens se précipitent hors de l'eau. « Que se passe-t-il » demande Lynch en portugais. « Problème » lui répond un villageois. Tous partent au pas de course en direction du village. Lynch et son fils sur leurs talons. Les branchages leur fouettent le visage. À leur arrivée, un membre de l'expédition s'approche. « Quel est le problème » fait Lynch. « Notre campement est encerclé. » L'explorateur voit alors se ruer vers eux plus d'une vingtaine d'Indiens, apparemment de tribus voisines.
Eux aussi ont entendu l'avion atterrir. Une peinture noire et rouge balafre leur corps nus. Ils portent des arcs, des flèches qui font presque 2 mètres de long, de vieux fusils, des lances. 5 des hommes de Lynch s'élancent vers l'avion. Le pilote n'a pas quitté le cockpit. Il grimpe dans la cabine, qui ne peut accueillir que 4 passagers, crie au pilote de décoller. Mais ce dernier ne semble pas comprendre ce qui se passe. Jetant un œil à l'extérieur, il voit tous ces Indiens qui courent vers lui en le visant de leurs flèches. Alors il lance le moteur. Mais les Indiens s'agrippent aux ailes de l'avion pour l'empêcher de décoller. L'appareil est trop lourd. Le pilote jette dehors tout ce qui lui tombe sous la main, vêtements et papiers tournoient dans les pales de l'hélice. L'avion gronde sur la piste de fortune. Il rugit, cahote, zigzague entre les arbres. À l'instant où le train d'atterrissage s'arrache du sol, le dernier Indien finit par lâcher prise. Lynch regarde l'appareil disparaître, laissant dans son sillage un tourbillon de poussière rouge. C'est un jeune Indien au corps entièrement peint qui mène l'assaut, semble-t-il. Il s'avance vers Lynch en brandissant une borduna, une massue longue d'1,20 m dont se servent les guerriers pour broyer les têtes de leurs ennemis. Lynch et les 11 membres restants de son équipe sont embarqués dans de petits canots. « Où nous emmenez-vous » demande-t-il. « Vous êtes nos prisonniers à vie » répond le jeune Indien. James Jr. effleure la croix autour de son cou. Lynch a toujours pensé que, sans emmerde, comme il dit, il n'y a pas d'aventure. Mais là, il se passe une chose qu'il n'a jamais envisagée. Il n'a aucun plan B, aucune expérience à mobiliser. Il n'a même pas d'armes. Il serre la main de son fils dans la sienne. « Quoi qu'il arrive, lui chuchote-t-il, ne fais rien que je ne t'ai dit. » Les embarcations quittent la rivière principale pour s'engager dans un étroit cours d'eau. Alors qu'ils s'enfoncent dans la jungle, Lynch observe ce qui l'entoure. Une eau claire comme le cristal où grouillent des poissons aux couleurs de l'arc-en-ciel, une végétation qui se fait de plus en plus dense. Et il se dit qu'il n'a jamais rien vu de plus beau. Chapitre 3. Début de la quête. Toute quête, dit-on, a une origine romantique. Pourtant, aujourd'hui encore, je serais bien en peine d'en trouver une à la mienne. Que les choses soient claires. Je ne suis ni explorateur ni aventurier. Je ne pratique ni l'alpinisme ni la chasse. Je n'aime même pas le camping. Je mesure moins d'1,75 m et j'ai bientôt 40 ans, des poignées d'amour et des cheveux noirs de moins en moins fournis. Je souffre d'un kératocone, une maladie dégénérative de l'œil qui rend improbable ma vision de nuit. J'ai un sens de l'orientation consternant et dans le métro, j'ai tendance à louper ma station de Brooklyn. J'aime les journaux, les plats préparés, les grands événements sportifs enregistrés sur disque dur et la clim poussée au maximum. Pour gagner mon appartement, j'ai le choix entre monter 2 étages à pied ou prendre l'ascenseur. J'opte quotidiennement pour l'ascenseur. Mais quand je travaille sur un article, tout change. Depuis l'enfance, j'ai toujours été attiré par les récits d'aventure, les histoires mystérieuses, celles qui possèdent cette tension narrative que Henry Rider Haggard appelait le grappin. Les premières aventures que l'on m'a racontées étaient celles de mon grand-père, Monia. À l'époque, il avait plus de 70 ans et souffrait de la maladie de Parkinson. Il était assis, tremblotant, sous notre porche à Westport, dans le Connecticut, et fixait l'horizon d'un œil vide. Et ma grand-mère me racontait ses aventures passées. Russe d'origine, il avait été fourreur, photographe indépendant pour National Geographic, et dans les années 1920, il fut l'un des rares caméramans occidentaux autorisés à pénétrer au cœur de diverses régions de Chine et du Tibet. Certains membres de la famille le soupçonnent d'avoir été espion, mais aucune preuve n'est jamais venue appuyer cette théorie. Ma grand-mère se souvenait que, peu avant leur mariage, Monia s'était rendue en Inde pour y acheter des fourrures très recherchées. Les semaines avaient passé sans aucune nouvelle de lui. Puis, une enveloppe froissée était arrivée. Il n'y avait rien à l'intérieur, sinon une photographie tachée.
Monia gisait sous une moustiquaire, le visage crispé et blafard, terrassé par la malaria. Il avait fini par rentrer, mais, comme il était toujours convalescent, le mariage avait eu lieu dans un hôpital. « C'est là que j'ai compris que j'étais dans de beaux draps », disait ma grand-mère. Elle me raconta que par la suite, Monia était devenue coureur motocycliste professionnel. Je lui lançai un regard sceptique. Alors, elle dénoua un mouchoir. Il contenait l'une de ses médailles d'or. Un jour qu'il cherchait des fourrures en Afghanistan, il roulait à moto dans la passe de Khyber, un ami à lui se trouvait dans le sidecar, et ses freins avaient lâché. La moto filait incontrôlable. Monia disait adieu à son copain quand il a aperçu des hommes en train de faire des travaux sur la route. Un gros tas de terre s'élevait à côté d'eux. Il a dirigé la moto dessus et a été catapulté dans la terre avec son ami. Ils s'en sont tirés avec quelques fractures, rien de plus. Bien sûr, ça n'a pas empêché ton grand-père de remonter sur une moto. Le plus surprenant dans ces aventures, c'était leur protagoniste. Je n'avais connu mon grand-père que comme un vieillard à peine capable de se déplacer. Et plus ma grand-mère m'en parlait, plus j'étais avide d'anecdotes susceptibles de m'aider à le comprendre. Pourtant, il manquait quelque chose, un quelque chose qui échappait même à ma grand-mère. Elle disait avec un geste vague de la main « Monia est comme ça, un point c'est tout ». Une fois journaliste, j'ai continué d'être attiré par les histoires qui vous mettent le grappin dessus. Dans les années 1990, j'avais beau être correspondant au Congrès, je poursuivais toujours mes enquêtes sur les escrocs, les truands, les espions. La plupart de mes articles ont l'air sans rapport entre eux. Pourtant, en règle générale, ils ont un point commun, l'obsession. Ils parlent de gens ordinaires qui sont amenés à faire des choses extraordinaires, des choses impensables pour une large majorité d'entre nous. Ils parlent de gens dévorés par une idée qui a germé dans leur tête. J'ai toujours cru que mon intérêt pour ce type d'individu était purement professionnel. Bon client, il faisait les meilleurs papiers. Il m'arrive pourtant de me demander si je ne leur ressemble pas plus que je ne veux bien le croire. Un reportage, c'est une interminable quête d'informations menée dans l'espoir de découvrir quelques vérités cachées. Aux grandes dames de ma femme, quand je travaille sur un article, j'ai tendance à négliger tout le reste. J'oublie de payer les factures ou bien de me raser. Je ne change pas de vêtements aussi souvent qu'il serait souhaitable. Je suis même capable de courir des risques que jamais je ne prendrais autrement. Ramper à des centaines de mètres sous les rues de Manhattan avec ces perceurs de tunnels qu'on appelle les Sandhogs, ou essuyer une violente tempête dans la yole d'un chasseur de calmars géants. C'est après cette excursion en mer que ma mère m'a dit « Tu sais, tu me rappelles ton grand-père ». En 2004, alors que j'enquêtais sur la mort mystérieuse d'un spécialiste de Conan Doyle et de Sherlock Holmes, je suis tombé sur quelques lignes disant que Fawcett avait inspiré Le Monde perdu. Au fil de mes lectures sur le personnage, l'incroyable idée de Z a commencé à m'intriguer. L'Amazonie avait pu abriter une civilisation raffinée, dotée d'une architecture monumentale. Comme beaucoup, j'imagine, j'avais de l'Amazonie l'image de tribus clairsemées vivant à l'âge de pierre. Une image forgée non seulement par les romans d'aventure et les films hollywoodiens, mais aussi par les écrits scientifiques. Les écologistes ont souvent dépeint la jungle amazonienne comme une forêt vierge, à l'abri des souillures humaines jusqu'aux récentes incursions des bûcherons et autres intrus. Nombre d'archéologues et de géographes ajoutent qu'en Amazonie, comme dans l'Arctique, les conditions de vie sont incompatibles avec le développement d'importantes populations nécessaires à la naissance d'une société complexe, avec des divisions du travail et des hiérarchies politiques, telles que chefferies et royaumes. Betty Meggers, de la Smithsonian Institution, est sans doute la plus influente des archéologues de l'Amazonie. En 1971, elle eut, pour résumer l'endroit, cette formule qui fit Flores, un simulacre de paradis. En dépit de toute sa faune et de sa flore, l'Amazonie est ennemie de la vie humaine. Les pluies, les inondations,
Les assauts du soleil vident le sol de ses nutriments vitaux et rendent impossible une agriculture à grande échelle. Pour Betty Meggers, comme pour d'autres scientifiques, dans un environnement aussi inhospitalier, seuls ont pu survivre de petites tribus nomades. La terre est si peu nourricière, dit-elle, que même lorsque ces dernières réussissaient à maîtriser l'attrition naturelle due à la faim ou aux maladies, il leur fallait encore trouver des substituts culturels pour contrôler leur population, notamment tuer les leurs. En effet, certains Indiens commettaient des infanticides, abandonnaient leurs malades dans la jungle, se livraient à des guerres ou à de sanglantes vendettas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.